Donc je suis avec André Dufour. On ne s'est pas vu depuis le colloque d'astrologie d'Angoulême. Et il vient me fournir justement une lettre aux astrologues. Ben ça, c'est Alain Delfaux, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est un document que... ah oui, c'est un document global que j'avais rassemblé. Qui me reste oui, de ce colloque et que j'ai retrouvé dans mes affaires. Voilà. Donc on disait que nous allions probablement mettre en ligne prochainement les actes vidéo du colloque du mois de décembre 1992, donc ça fait 16 ans, un peu plus de 16 ans. Et donc à l'époque, on distribuait effectivement un dossier avec ce qu'on appelle les abstracts. Hein, c'est ça ? Abstract. Voilà, on a un dossier où chaque intervenant envoyait à l'avance le contenu de son intervention. C'est ça, voilà. Mais le mien ne se trouve pas dedans. Ah oui. Parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes venu au dernier moment, peut-être qu'on vous a... Oui, probablement. Ouais. Je crois que c'est probablement via Martine Chambaud d'ailleurs que je suis venu, je crois, je ne suis pas sûr. C'est elle, je crois, je me souviens. C'était un bien beau colloque d'ailleurs, et j'ai été très chagriné de penser qu'on n'avait plus les cassettes, et puis finalement, j'ai couru après, en fin de compte, on les a retrouvés, et donc on va pouvoir les mettre en ligne. Bon, alors, je vois avec étonnement dans le bouquin là que vous venez de passer que ce texte que j'avais pondu à l'époque, vous l'avez donc eu. Depuis, je l'ai un peu remanié, parce que donc, je ne sais pas d'abord s'il est encore d'actualité. J'ai ajouté à la fin le voilà ici remanié, et ne sachant si vous l'aviez vu, bon, je l'ai apporté avec moi, avec l'intention de justement d'y puiser pour répondre éventuellement à vos questions. Je crois que c'est une très bonne idée, oui, parce qu'effectivement... parce que je m'étais proposé de relire certains passages, parce que ce que j'ai écrit là constitue, si vous voulez, l'essentiel de l'attention que j'ai apportée à un moment donné à l'astrologie. Voilà. Mais seulement, ça a été écrit, ce texte, à peu près à cette époque-là, donc il y a très longtemps, et depuis lors, je ne sais pas comment l'astrologie a évolué. Donc, j'émets dans ce texte un certain nombre de remarques peut-être qu'elles ont qui peut-être sont périmées. Et peut-être, oui, justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, là vous me direz, ah oui, depuis lors, il y a ça, ou il y a ça, il y a ça. Enfin, ça ne veut pas dire que l'astrologie a changé, ça veut dire qu'il y a peut-être des courants qui ont changé, parce que l'astrologie, ma foi, elle n'a pas beaucoup bougé dans son ensemble, je veux dire, elle n'a pas beaucoup bougé. Mais par contre, il peut y avoir eu des chercheurs qui, eux, ont bougé, voilà, mais qui ne représentent pas qui n'ont pas forcément entraîné derrière eux tout le milieu astrologique. Mais écoutez, si vous êtes d'accord, je vais repasser ça rapidement, voilà, en ne prenant que des têtes de chapitres là où il ne faut pas approfondir. Donc il y a d'abord une petite introduction un petit peu plus ou moins humoristique. Ensuite, je rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé jusqu'au XVIIe siècle. Et en particulier, je parle de Kepler, parce que j'avais à l'époque un numéro spécial de Sciences et Vie qui avait été consacré à Kepler et qui était excellent. Je trouvais que les articles, certains articles étaient vraiment excellents. Et donc j'avais relevé ça, entre autres pour certaines remarques qui m'avaient bien fait rire, comme je disais, ça d'éphéméride, où Kepler dit à propos des signes, j'essaye de retrouver ce passage. Kepler écrit à son protecteur, qui était le roi, le prince Wallstein. Ma mémoire. Wallstein. Rodolphe II. Ah oui, Rodolphe II. De Bavière. Oui, non, de Prague, non, pas de Bavière. Voilà. Rodolphe II de Habsbourg. Sa Majesté impériale Rodolphe II. Donc revenons à un moment que il ne dédaignait pas l'astrologie puisqu'il en faisait.
Je dis dans ce texte qu'à l'époque, astronomes et astrologues, on ne faisait pas la différence sémantique. Et donc, il en faisait. Je ne peux résister au malicieux plaisir de citer un passage de cet article d'une lettre de Kepler datée de Prague en janvier 1603, adressée à Sa Majesté impériale Rodolphe II, qui lui avait demandé des prédictions à propos de la conjonction Jupiter-Saturne de l'époque. Et Kepler avait écrit: la division en 12 du zodiaque est purement d'origine humaine et utilitaire. Elle ne correspond à aucune différence naturelle. Ah oui, il avait la bandure sur l'astrologie, Kepler. Alors les constellations, nous parlons de celles dites zodiacales, c'est-à-dire devant lesquelles défilent les luminaires, les planètes. C'est moi qui ai écrit ça. Premièrement, elles sont au nombre de 13, car il y a Ophiuchus Serpens que l'on oublie toujours. Ensuite, elles sont de largeur très inégale, parfois se chevauchant, mais parfois laissant entre elles des vides. Enfin, elles ont été délimitées arbitrairement par l'homme, et cette délimitation a d'ailleurs été modifiée en 1936, si je ne me trompe, pour qu'on y puisse inclure les étoiles de faible magnitude que les instruments modernes permettent désormais de voir. Tout est donc affaire de points de repère. Et alors j'évoque Dorsan en propose qui sont fonction des exaltations, etc. Je ne vais pas vous relire tout ça, puisque apparemment vous avez eu ce texte. Mais là où je me suis particulièrement accroché, parce que, attendez, je vais voir s'il y a encore des points quand même. Oui, je vous lis ça quand même. Mais une chose est certaine, un zodiaque qui reste accroché au point vernal doit être qualifié de saisonnier, ce que les astrologues reconnaissent d'ailleurs. Il est évident qu'un être né en hiver n'aura pas les mêmes données énergétiques que celui qui a vu le jour au printemps. La plupart des animaux le savent puisqu'ils se reproduisent à des époques bien déterminées. Mais alors, c'est d'écologie qu'il s'agit, pas d'astrologie. Et j'admets qu'on en puisse tenir compte, surtout en médecine, mais que les astrologues aient au moins la clarté de nommer les choses par leur nom. L'astrologie s'occupe des astres, et les astres, en matière de zodiaque, ce sont les fixes, c'est-à-dire les étoiles. Or, maintenant que nous mesurons les distances cosmiques, qu'un tel nombre d'étoiles sont répertoriées, que nous en connaissons la nature, toutes choses que Kepler ne connaissait pas, et que d'excellents petits logiciels permettent à n'importe qui de dresser sur son ordinateur une carte complète du ciel pour n'importe quel lieu, à n'importe quelle date et heure, les astrologues qu'ont-ils fait de tout cela? Existe-t-il une pratique d'interprétation sur les aspects des planètes avec les étoiles? Ah, très bonne question, je peux vous répondre sur ce point. Et ça, c'était donc, à l'époque, je posais cette question, peut-être que depuis il y a eu une évolution, je ne sais pas. On objectera qu'elles sont trop loin. J'ai entendu cette objection. Au moment, elles sont trop loin. Mais moi, je vois Sirius, Aldébaran, Spica, Deneb, beaucoup mieux, vous voyez bien éclatante, tandis que les transsaturniennes, les planètes transsaturniennes, que vous introduisez, messieurs, dans vos thèmes, sont invisibles à l'œil nu. Alors, j'ajoute, soyez conséquents, messieurs les astrologues. Écoutez, on a l'impression que moi, votre propos n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que moi-même, je suis allé exactement dans cette direction. J'ai développé une astrologie qui étudie les aspects entre les planètes et les étoiles fixes. Ah ben voilà, ça, à l'époque, je n'avais pas trouvé ça. Mais à l'époque, je ne le faisais pas. Voilà. Donc, il y a des évolutions. Donc, mon texte, il était pertinent en 92, il ne l'est peut-être plus maintenant. Il est toujours, puisque cette évolution, tout en existant, n'a pas entraîné tous les astrologues dans ce sens. Non, d'accord, ouais. Mais il y a actuellement, tout le monde sait actuellement qu'il y a un courant que je représente et qui va dans cette direction. Qui cherche à faire de Donc, l'astrologie sidérale. Voilà, ce point de vue que vous avez soutenu, il est actuellement très fortement représenté face à moi, parce qu'effectivement, on n'a plus ce problème des constellations ni des signes, on a simplement un problème d'aspect. À un certain degré, les planètes passent sur une étoile
Et on a l'impression parfois que ce que vous dites, c'est exactement les mots que j'emploie, parce que j'ai dit effectivement, ces aspects entre planètes traditionnelles du septénaire et étoiles sont beaucoup plus anciennement connus et beaucoup plus anciennement visibles que toutes les transsaturniennes. C'est pour ça que moi-même, je suis comme vous, je privilégie les rapports planète-étoile et je ne tiens pas compte des transsaturniennes. Alors donc, on est tout à fait sur la longueur d'onde. Les transsaturniennes, d'ailleurs, je vais un petit peu plus loin. Oui, à propos des transsaturniennes, dans mon texte remanié à un moment donné, je relève ceci, c'est que depuis quelque temps, vous savez, Pluton n'est plus considéré comme une planète. Oui, et ça a aggravé, alors c'est le cas. C'est-à-dire que Pluton est au fait un objet probablement le plus gros, ou un des plus gros, sinon le plus gros, de la ceinture de Kuiper, qui en contient des milliers, oui. N'est-ce pas? Et en plus, Pluton, la première fois qu'on a vu Pluton, on a eu une impression de sa masse qui était fausse, parce qu'en fait, c'est une planète double. Parce qu'il y a Pluton, Charon. Donc il y a eu une erreur de Et Charon fait environ un tiers de la masse de Pluton. Donc il a grossi Pluton. À moins d'avoir un télescope qui fait la séparation des deux. Donc déjà à ce moment-là, il y avait deux astres, en fin de compte, voilà. on faisait qu'un. Et au fait, comme c'est toujours le cas, comme c'est le cas avec la Terre et la Lune, les deux tournent ensemble autour d'un... Donc ils sont toujours ensemble, ils sont jamais séparés. D'un barycentre qui est le centre de gravité commun des deux. Donc il y a une élongation qui est très courte entre les deux, enfin il y a très peu d'écart entre les deux. Voilà. Comme entre le Soleil et Mercure, par exemple. Voilà, oui. Ah ben, oui, mais là quand même, la masse du Soleil étant infiniment plus grosse, c'est pas la même chose. Mais bon, entre la Terre et la Lune, la Terre ne tourne pas autour de son propre centre. La Terre tourne un petit peu autour de la Lune, c'est-à-dire elle tourne autour d'un barycentre qui est le centre de gravité commun du couple. Oui. Et ce barycentre, étant donné que la masse de la Lune compte quand même par rapport à la masse de la Terre, ce barycentre est légèrement à côté du centre de gravité de la Terre elle-même, oui. tout en étant à l'intérieur du volume de la Terre. Mais il est à côté de son centre de gravité. Alors je continue là parce que le point qui était qui m'avait frappé, les maisons astrologiques. Oui. La carte du ciel que dessine l'astrologue est un cirque où prévalent certaines règles. La Terre y est centrale et immobile. C'est le ciel entier qui tourne autour. En outre, la scène est vue par le côté boréal de l'écliptique. Par conséquent, le Soleil, au fil de l'année, tourne dans le sens antihorlogique que les astronomes appellent le sens direct, sur fond des étoiles, supposé représenté par le zodiaque. Les planètes y tournent aussi dans ce sens, bien qu'à des vitesses différentes, et hormis les périodes de rétrogradation apparentes dues à la parallaxe, c'est une autre histoire. Les maisons, par contre, expriment la rotation diurne de la Terre elle-même. Cette rotation réelle est aussi directe. Mais comme ici la Terre est supposée immobile, il en résulte que le mouvement diurne du ciel doit apparaître rétrograde. Quelle que soit d'ailleurs la convention, le mouvement apparent diurne doit nécessairement être l'inverse du mouvement apparent annuel. Or, les maisons sont numérotées dans le sens direct. C'est faux. Elles devraient se succéder dans le sens inverse. Ben oui, c'est sûr. Oui. C'est un argument aussi qu'avait développé Dorsan. Voilà. Il avait aussi dit qu'il fallait numéroter inversement les maisons. Exactement. Ben moi, là-dessus aussi, je suis tout à fait d'accord. Les maisons sont fixes. C'est le ciel qui doit tourner dedans. Voilà une erreur grossière qui se perpétue de génération en génération d'astrologues au nom de je ne sais quelle pseudo-tradition. Ici aussi, Dorsan est parti en guerre et a consacré sur cette question un livre qui n'a cependant pas provoqué dans le monde figé des astrologues la remise en question qu'il aurait fallu. C'est pour ça que je vous dis, on a pu vous suivre, mais ça ne veut pas dire que les gens qui vous ont suivi ont été écoutés. Voilà. Mais Dorsan n'est à mon avis pas allé encore assez loin. La division des maisons est très généralement établie selon les tables de Placidus. La domification de Placidus n'a rien sur le plan qualitatif qui puisse la faire préférer à d'autres. Simplement, ce système a eu en son temps l'avantage de bénéficier d'une large publication.
Quelques écoles prônent d'ailleurs d'autres systèmes, mais tous, y compris celui de Campanus et de Don Néroman, que Don Néroman a tenté à sa manière de remettre à l'honneur, subissent le même sort. Ils s'effondrent à la latitude de 66 degrés 33 nord au sud, c'est-à-dire celle des cercles polaires. La couverture du petit livre bleu que vous connaissez annonce clairement table des maisons de 1 à 66 degrés. D'ailleurs, sur ceci, je vais vous montrer ça tout de suite. Pourquoi les lapons, les esquimaux, bref, des milliers de gens n'ont-ils pas le droit d'avoir des maisons? Parce que au cercle polaire, lorsque le temps sidéral atteint 18 heures, l'horizon se confond avec l'écliptique et l'ascendant disparaît. Et même en dehors de ce cas précis, les hautes latitudes provoquent un télescopage étirement invraisemblable. Et tout le monde se satisfait de cette fantaisie. Oui, mais moi je suis d'accord, la seule différence c'est que moi je ne m'intéresse pas spécialement au thème natal. Donc c'est un sujet qui ne me préoccupe pas spécialement. Je ne dresse pas de thème natal, donc, mais je suis d'accord avec vous que les astrologues devraient numéroter inversement les... Certains ont essayé de coller un enclave sur cette jambe de bois en prétendant qu'à cette latitude les choses brusquement s'inversent, que les Inuits n'avaient pas le même type de karma que nous et que sais-je encore. Merci. Et on voit bien que, on voit bien par exemple que les noms des maisons même, les significations des maisons même, comme la mort, les grands voyages, etc., sont plutôt dans une symbolique de planètes qui sont sous l'horizon, c'est une symbolique de la disparition. Parce que, donc, il y a le nom même, le choix même des attributions des planètes, des maisons, et plus les maisons 11, 8, 9, 10 correspondent plus à des... D'ailleurs, de toute façon, la correspondance entre les maisons et les signes, les maisons 8, 9, 10 par exemple, et les signes, le Sagittaire, le Capricorne, on voit bien qu'il n'y a pas de raison de mettre en rapport le moment où les planètes sont au-dessus de l'horizon et les signes qui sont hivernaux ou automnaux. Il y a un problème d'analogie entre ce qui est au-dessus de l'horizon et les saisons. Normalement, ça devrait être des saisons fortes au niveau solaire, comme le printemps et l'été, qui devraient être en rapport avec les maisons qui sont au-dessus de l'horizon. Oui, ça, écoutez, je ne suis pas du tout dans l'interprétation, je ne sais plus à quoi correspondent les maisons. N'oubliez pas un seul instant que je ne suis pas astrologue, et ce n'est pas ma préoccupation, donc je ne suis pas rentré là-dedans. J'ai simplement relevé le fait qu'elles tournent dans le mauvais sens, premièrement, et que deuxièmement, elles sont délimitées par ce fameux ascendant, je vais vous le montrer tout de suite, et que cet ascendant, bien entendu, il se met à basculer de façon invraisemblable, ce qui fait qu'il y a un télescopage total au moment où on approche des cercles polaires. Alors, j'avais dit, il y a donc plus différents systèmes, et à l'époque, j'avais écrit, certains ont essayé, oui, donc de coller, etc. Les plus grandes ondes d'astrologie ont échafaudé là-dessus de théories absurdes. Personne ne semble avoir le courage de remettre tout en question. Il y a cependant un moyen très simple. C'est le système dit d'un embourg. Il adopte tout bonnement une division équatoriale régulière qui, ramenée à l'écliptique, A fonctionne d'un pôle à l'autre et B ne donne jamais entre deux maisons d'écart de largeur de plus de 2 degrés 28. C'est un petit calcul, il y a une petite formule C'est pas le système de corps non, c'est pas encore ce sont tout simplement les fuseaux horaires. Le problème, c'est l'ascendant. Eh bien, laissons-le flotter. Et s'il disparaît, admettons-le et accrochons nos maisons au milieu du ciel, car lui, il ne disparaît jamais. J'ai fait sur cette question en 1994, à la demande d'un président, mais c'était vous. C'est en 92. Ou en 81. Ah non, pardon. C'était pour quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Ici. Un président de société d'astrologie à La Rochelle. C'est M. Racco. Didier Racco. Voilà. Et une étude de 22 pages, abondamment illustrée, je l'ai avec moi. Je serai demain à La Rochelle avec les étudiants de M. Racco, justement. Le point de départ était une analyse de la domification proposée par Don Néroman.
Je ne puis reprendre ici les détails, mais pour comprendre tout cela, il est indispensable de connaître la cosmographie. Ce monsieur ne m'a jamais même accusé de réception, ce document. J'ai un document de 22 pages, je l'ai ici. Mais en 94, je ne sais pas s'il n'avait pas... Il n'était pas déjà disparu, parce que, enfin, je ne sais pas, il est mort pas peu après, ou même déjà avant le... Je crois qu'il est mort au moment du congrès d'Angoulême. Ah oui, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il a été... Les gens qui sont venus, il n'a pas pu venir, et c'est une de ses élèves qui est venue, Madame Anne-Marie Le Sage de La Haye. C'est ça, oui. Bon, mais alors... Donc ça, c'est l'objet. Donc tout ça, c'est utile que je reprenne tout ce document ici. Je vous l'enverrai, je l'ai donc remanié, parce que dans la conclusion, etc., j'ai un peu remanié les choses. Et j'en ai fait un fichier PDF que je vous enverrai par email. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez exprimer certaines de vos idées visuellement. Mais en montrant... je vais vous expliquer ça. Ça sera peut-être mieux que par écrit, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas lire. J'avais proposé, pour que ça change un certain nombre de points, recherche et développement d'une interprétation, je ne sais pas ce qu'on a fait depuis, une interprétation d'aspect aux étoiles, vous venez de me répondre. Oui. Utilisation du zodiaque tropique dans le sens annoncé d'instruments d'écologie et à appliquer particulièrement en astrologie médicale. Par ailleurs, les aspects sidéraux étant de préférence utilisés pour l'analyse du caractère et l'astrologie mondiale. Oui. Mais c'est ce que je propose. Hein. Une division du travail, c'est-à-dire que oui, l'astrologie médicale serait avec le tropical, et puis l'astrologie mondiale avec le mondial, avec le sidéral. Voilà. Je crois que vous avez je suis assez proche de... Alors le troisième point, c'était l'utilisation d'éphémérides ou de calculatrices ou de logiciels informatiques permettant de calculer les hauteurs d'astres. Ce que ne font généralement, ce que ne font pas les astrologues, que les navigateurs font. C'est essentiellement ce que les navigateurs font pour déterminer leur position, déterminer les hauteurs. Alors pourquoi? C'est directement lié au problème de l'ascendant. Oui. Et la domification, elle nécessite quelques explications. Le jargon astrologique est parsemé de pièges et d'abus de langage, dont les termes hémisphère diurne ou nocturne. La preuve, c'est qu'on nomme diurne un hémisphère dont le soleil peut être absent, dans les cas où la naissance a lieu la nuit. Ces termes impliquent en réalité hémisphère visible ou invisible. Or, cette division-là est marquée sur la sphère céleste géocentrique par l'horizon rationnel, non par une droite ascendant-descendant, qui n'est pas une limite objective entre ce qui est visible ou non. Et non seulement elle n'est pas valable en tant que division spatiale, mais elle ne l'est pas davantage comme division temporelle. Ceci apparaît clairement, comme je l'ai rappelé plus haut, à l'approche des cercles polaires, où l'ascendant oscille au point de disparaître. En plus, les planètes peuvent s'écarter de l'écliptique, en particulier Pluton dont l'orbite est inclinée à 17 degrés sur celui-ci. Il peut donc se produire qu'une planète soit à la fois sous l'ascendant, mais au-dessus de l'horizon, donc en vue, même si ce n'est pas à l'œil nu. La notion d'hémisphère diurne-nocturne serait donc avantageusement remplacée par celle de en vue ou non, que représente la hauteur au-dessus de l'horizon avec tous ces degrés de 1 jusqu'à 90 degrés et de moins 1 jusqu'au nadir, moins 90 degrés, dans l'hémisphère non visible. La hauteur serait un élément très fin de personnalisation du thème. Enfin, quatrièmement, j'avais 7 points là-dedans. Oui. Quatrièmement, la réforme complète de la domification moyennant déblocage de l'ascendant. La droite milieu fond du ciel est la seule division stable sur toute la sphère, puisque c'est la projection du méridien du lieu et que celui-ci est supposé fixe. C'est là qu'il faut accrocher les maisons. Celles-ci seront l'expression de 12 fuseaux bihoraires définis sur l'équateur. L'ascendant flottera librement et ne sera pas nécessairement la limite entre les maisons 1 et 12. On peut faire séparément l'interprétation pour l'ascendant et pour les maisons.
Celles-ci devront bien entendu être numérotées dans le bon sens, comme je l'ai indiqué plus haut. 5e point, élaboration d'une méthode d'analyse matricielle. Je ferai peut-être plaisir à un certain nombre de lecteurs en recommandant dans son principe la méthode décrite que décrit Jean-Pierre Nicolas dans son grand livre de l'astrologue, qui est un vieux classique, je pense, mais que j'ai bossé. Loin s'en faut que je sois d'accord avec tout ce qu'il propose, et j'ai pour mon propre compte modifié les critères d'application de certains de ces tableaux. Mais je souscris entièrement à la remarque que voici. Vous n'apprendrez rien de votre pratique si vous n'adoptez pas une méthode d'analyse. On peut corriger la longueur d'un mètre en bois, on ne peut pas connaître la longueur d'un mètre élastique. 1000 fois bravo, et avec une méthode telle que la sienne, on pourrait inclure une hiérarchie des hauteurs. Car dans son livre, si vous vous souvenez bien, Jean-Pierre Nicolas, il fait des tableaux en établissant des hiérarchies pour différents aspects. Si on adopte ce principe comme on développe ça plus loin, on peut très bien imaginer un tableau avec la hiérarchie des hauteurs. Et ça apporterait au thème une personnification très très fine, parce que par rapport pour déterminer le caractère d'une personne, si dans un thème vous pouvez ajouter cette finesse supplémentaire qui est la hauteur d'une planète au-dessus de l'horizon, c'est un apport formidable. Mais il faut pouvoir les calculer. Or, avec les logiciels actuels, vous pouvez faire ça très bien. C'est pour ça que, là je sors un peu de mon texte, mais que je vais revenir à ça plus loin, c'est pour ça qu'il est nécessaire que les astronomes connaissent la cosmographie et voient les choses dans l'espace. Je vais revenir à cet appareil-là tout de suite. Alors, représentation 3D du thème. Puisque nous avons de puissants ordinateurs, pourquoi persister à représenter à plat ce qui en réalité se joue dans l'espace? Avec un bon logiciel de composition assisté par ordinateur, on obtient de très jolies vues 3D de tout ce que vous voulez. Et là, au moins, tout le monde comprendra ce qui se passe, à commencer par l'astrologue lui-même. Oui. 7e point, enseignement de la cosmographie. Que ce soit pour la navigation, l'astrologie, l'astronomie ou d'autres choses, la base est la même. Mais ne comptez pas trop trouver dans l'enseignement officiel un cours d'astronomie élémentaire qui soit à la fois bien adapté à vos besoins et rendu accessible à des personnes qui ne possèdent pas une culture scientifique spécialisée ni ne s'y destinent. J'ai adapté mon cours d'astronomie nautique dans ce sens, avec abondance d'illustrations 3D, mais je serais présomptueux de croire que je suis le seul. Toutefois, là n'est pas le problème. Je constate que dans leur écrasante majorité, les astrologues ne s'intéressent pas à cet enseignement. Je crois qu'ils sont tous convaincus qu'ils n'ont rien à apprendre. L'orgueil, toujours. Alors, je termine en disant astrologie crédible pour qui, et puis une conclusion qui n'est plus la même que celle que vous avez eue à l'époque. Oui. Mais donc, cette version révisée de ce document, je vous la ferai parvenir par email sous un format PDF. Entendu. Alors, je ne sais pas si vous avez braqué votre caméra à un bon endroit. On va peut-être changer l'heure de braquage. Mais pour voir ça, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il aurait fallu un spot. Un spot? Pourquoi vous pensez? Pour éclairer l'instrument. Ah, pour éclairer carrément l'instrument. Alors peut-être mettez-vous alors carrément sous la lumière là. Changez de place avec moi. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Là-bas? Oui. Ah, parce que là vous serez beaucoup plus. Oui, c'est l'instrument qui doit être là, c'est pas. Oui, ben on va le mettre. Je n'ai pas fait attention en arrivant ici de l'orientation. Ah oui. C'est la route principale qui passe là. Je sais pas. J'aurais voulu le mettre dans la... Vous savez pas où est le nord, ici? Non, pas du tout. J'ai une boussole dans ma voiture maintenant. Mais c'est pas essentiel, si, c'est important de savoir... non, c'est pas important. On n'a qu'à supposer... C'est pas important. Oui. Mais je dirais que c'est par souci d'exactitude, voilà, j'oriente la... Oui, je comprends. Peu importe. Nous allons... je vais le mettre comme ça pour qu'on voit bien. Alors, les 3 couleurs. D'abord... Ça représente quoi? Ça s'appelle une sphère armillaire et ça représente
la sphère céleste géocentrique. Donc, la Terre est supposée être un point là au milieu de l'axe. Et tout le reste, c'est ce qu'il y a autour de la Terre, vu de la Terre. Alors, ceci est en bleu, c'est l'horizon. Quel horizon? L'horizon rationnel. Il faut dire qu'il y a 3 horizons. Si vous êtes à la surface de la Terre, et que vous regardez en mer par exemple, et que vous regardez l'horizon marin, vous avez un horizon visuel, et étant donné que votre œil n'est pas au ras de l'eau, votre œil balaye, en faisant le tour de l'horizon en mer, va balayer un cône. Ça, c'est l'horizon visuel. Ce n'est pas un horizon valable du point de vue des calculs de cosmographie. Si vous prenez un théodolite et que vous, avec cet instrument, vous déterminez un horizon horizontal, donc une surface plane, au niveau de votre œil, vous avez un horizon qui s'appelle réel, en ce sens que c'est une surface horizontale, mais elle ne passe pas par le centre de la Terre. Il y a une erreur de parallaxe, puisqu'il y a une distance entre votre œil et le centre de la Terre. Donc l'horizon qui nous intéresse pour la cosmographie, c'est l'horizon rationnel, qui est le 3e, qui est, si vous voulez, le même que l'horizon réel, sauf qu'il est décalé d'un rayon terrestre, moyennant un petit calcul de parallaxe, pour le faire passer par le centre de la Terre. Alors c'est celui-là qui est représenté ici. Ce bleu, c'est l'horizon rationnel, ça se trouve au même niveau que le centre de l'instrument ici. En rouge, c'est évidemment l'équateur, et en jaune, l'écliptique. C'est-à-dire, l'écliptique, c'est donc le plan dans lequel les planètes tournent autour du Soleil. Et comme nous avons la Terre comme centre, et que nous savons que la Terre tourne autour du Soleil sur un axe qui est incliné à 23 degrés 27 minutes par rapport à l'écliptique, sur cet instrument, le plan jaune qui représente l'écliptique est incliné à 23 degrés 27 minutes par rapport à l'équateur que vous voyez ici. Alors, sur ce plan jaune, j'ai représenté par les signes, j'ai représenté les signes du zodiaque dit tropique. Et sur le rouge, les chiffres que vous voyez, c'est le temps sidéral. Alors, l'observateur se trouve à une certaine latitude. Il a on imagine un grand cercle qui passe juste au-dessus de lui, c'est-à-dire par son zénith, et qui passe par le pôle Nord. Ce grand cercle, c'est le méridien de l'observateur. Donc, le méridien de l'observateur, c'est un grand cercle qui passe par les pôles et par le zénith de l'observateur, à l'endroit où il se trouve. Nous traçons une sphère céleste géocentrique locale, donc une sphère céleste géocentrique pour l'endroit où l'on se trouve. Alors, en fonction de l'hémisphère dans laquelle on se trouve et de la latitude à laquelle on se situe, on peut régler ceci. Cet arceau en cuivre que vous voyez là, oui, représente le méridien de l'observateur. En fait, il y a 2 arceaux pour une question de construction. Le méridien passe évidemment juste au milieu, n'est-ce pas? Alors, nous sommes à quelle latitude ici à Angoulême? Environ 45 degrés de latitude, oui, nord. Oui. La latitude d'un lieu correspond à la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon de ce lieu. Voilà l'horizon, voilà le pôle nord, puisque nous sommes en hémisphère nord. Donc, j'ai réglé la sphère, vous voyez, ça bascule comme ceci. Je l'ai réglé, il y a une graduation sur ce secteur, de manière à ce que mon pôle nord, qui est là, se situe à 45 degrés à partir de là. Nous avons donc ainsi, la sphère est positionnée en fonction de l'endroit où nous sommes, ici, de la latitude d'Angoulême. Voilà.
la Terre est censée immobile, le ciel va tourner autour de cette Terre. Donc, le plan de l'écliptique va tourner autour de la Terre sous cette inclinaison de 23-27 par rapport à l'équateur. L'équateur, c'est comme le cadran d'une horloge. Celui-là, bien entendu, il tourne perpendiculaire au plan, à l'axe des pôles que voici. Et l'écliptique, sous cette inclinaison, va faire ce mouvement de basculement au fur et à mesure que le ciel tourne autour de la Terre. Le Soleil, il se trouve quelque part sur cette écliptique. Au moment de l'équinoxe d'automne, le Soleil se trouve exactement dans le point vernal, c'est-à-dire qu'il va se trouver là. Et puis, il va, au fil de l'année, ce Soleil, il va se promener à travers les signes, dans le sens direct, c'est-à-dire, contrairement aux aiguilles d'une montre, à partir du moment où nous considérons les choses à partir du pôle Nord, ce qui est la convention générale en astronomie, en astrologie, en navigation aussi. J'ajoute simplement que si nous avions, si cet entretien se passait en Australie, oui. Eh bien, je ferais basculer complètement ma sphère de façon à nous placer dans l'hémisphère sud. Et ce serait l'autre côté. Il y a moyen de passer, il y a des encoches qui sont prévues pour que ça passe. Je voulais vous poser justement une question à ce sujet, si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Alors bon, je vais vous poser une question de manière assez naïve et assez simpliste. Oui, je vous en prie. Parce que on a eu un petit débat il y a quelques jours avec une dame astrologue sur ce sujet. C'est la question de la visibilité des constellations. Est-ce que les constellations zodiacales, elles sont visibles aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud? Est-ce qu'ils voient les mêmes constellations zodiacales dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud au même moment? Ah non, pas au même moment. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont dans la perspective. Pas au même moment, la nuit. Alors combien, c'est la cyclicité est de combien? La cyclicité. La cyclicité de, enfin, je veux dire, combien de temps met le zodiaque pour être visible par les deux hémisphères? C'est une bonne question. Attendez, il faut que je réfléchisse un petit peu parce que je n'avais jamais abordé les choses sous cet angle. Il y a non, j'ai dit, bon, je ne sais plus ce que j'ai répondu tout à l'heure, mais les étoiles ne sont pas toutes visibles des deux hémisphères. Oui. Non. Oui, ça non. Ne sont visibles que celles de l'hémisphère dans laquelle on se trouve. Oui. Alors, pour nous, c'est l'hémisphère nord, mais comme si nous étions au pôle nord, nous aurions la polaire, donc l'étoile alpha de la grande ours, alpha Ursa majeur, serait pratiquement pile au-dessus de nos têtes, c'est pas tout à fait exact, c'est un petit peu moins d'1 degré, mais, et nous aurions les étoiles qui seraient circumpolaires pratiquement jusqu'à l'horizon. Mais les grandes étoiles du zodiaque que sont Aldébaran, Antares, Fomalo et Régulus par exemple, qui constituent bon, est-ce que ces 4 étoiles on les voit de la même façon dans les deux hémisphères? Non. Et à quel intervalle les voit-on? Par exemple, si moi je les vois à un moment donné, combien de temps faudra-t-il pour qu'on les voit dans l'hémisphère sud? Ah, ça, écoutez, ça... C'est une question de jour, une question d'heure ou une question de mois? Mais il y en a qu'on ne voit jamais dans l'hémisphère sud et il y en a qu'on ne voit jamais dans l'hémisphère nord. Celle du zodiaque, les constellations zodiacales. Les constellations zodiacales, il y en a qui sont visibles pour nous et il y en a qui sont visibles pour l'hémisphère sud, mais pas les mêmes. Mais à un moment donné, on les verra quand même. Parce que ce qui tourne ici, attendez, laissez-moi réfléchir une minute, parce que là, vous me posez brusquement une colle. Vous savez, je ne suis plus là-dedans depuis 17 ans. Hein.
Donc, je dois un petit peu rafraîchir ma mémoire. Je vous en prie. Mais c'est une bonne question. Les constellations zodiacales, elles sont... Ça dépend de la largeur. Si vous prenez les constellations qui sont dans la bande zodiacale d'environ 8 degrés et demi, qui contient les orbites des planètes. Ben, c'est là que le sauve le zodiaque, en fait. Oui, mais il y a des constellations qui dépassent cela. Oui, qui dépassent. Bon, mais pour les étoiles, nous ne parlons pas des constellations, si vous voulez les constellations, mais les étoiles qui se trouvent dans le voisinage de l'écliptique, elles seront visibles en fonction de votre latitude. Oui. Donc, si vous êtes au pôle, supposons que l'observateur soit au pôle nord, à ce moment-là, la sphère va se présenter comme ceci. Voilà. Voilà, je me mets... Voilà. Alors, là, l'observateur est au pôle nord. Voilà la bande zodiacale. Je ne sais pas si ça va tourner parce que c'est un tout petit peu dur. Il y a un petit frottement là. Sûr. Qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez qu'il y a, pour l'hémisphère nord, pour l'observateur qui est au pôle nord, il y a la moitié du zodiaque qui est visible en permanence et qui va devenir circumpolaire, c'est-à-dire qui est visible le jour et la nuit, si je puis dire. Oui. Alors que pour l'observateur qui sera au pôle sud, ce sera l'autre moitié. Oui. Autrement dit, pour répondre à votre question, que voit-on du zodiaque et à quel moment? Ça dépend à quelle latitude vous êtes. Oui. Donc ça va varier selon votre latitude. Alors, si nous sommes, je reviens à la latitude de 45, 45 degrés qui est la nôtre ici en Angoulême, c'est un petit peu délicat, parce que, voilà, eh bien, à ce moment-là, vous allez voir pratiquement tout le zodiaque au fil d'une nuit. Au fil d'une nuit, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire d'une nuit au fil d'un jour. Et oui. Donc c'est une cyclicité de 24 heures. Une cyclicité qui est très courte en fin de compte. Au fil de 24 heures. Oui, c'est ça. Parce que puisque la Terre, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et donc en tournant sur elle-même, elle va tout balayer. Donc il y aura effectivement, donc d'un certain point de vue. 24 heures, mais vous verrez que les étoiles la nuit, bien entendu. Comment? Je dirais, vous verrez les étoiles que la nuit. Oui, bien entendu, mais ça c'est clair. Mais d'une manière générale, en 24 heures, je vois défiler l'ensemble du zodiaque. Ah oui, à notre latitude, ici, oui. Et oui, c'est ça. Ce n'est qu'à partir du moment où vous êtes au pôle, un des pôles, que vous n'en verrez que la moitié. Et ben voilà, en fin de compte, la règle c'est qu'on voit tout, en fait. Et l'exception, c'est le pôle. Voilà, c'est-à-dire que la partie du zodiaque qui comprend les orbites de planètes, donc cette largeur-là à peu près, est visible. Vous ne les voyez pas, mais elles sont en vue 24 sur 24 heures. Mais alors, attendez, je continue la discussion, Monsieur Dufour, parce que c'est des sujets qui nous ont préoccupés il n'y a pas longtemps. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une inversion des saisons entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ah oui, bien sûr. Bon. Et que, quelque part, cette inversion des saisons, qu'est-ce qu'elle a comme répercussion au niveau de l'observation du zodiaque? Parce qu'effectivement, c'est vrai que lorsque le Soleil est en Taureau dans l'hémisphère nord, ça correspond au milieu du printemps, et pour quelqu'un qui est à Buenos Aires ou à Johannesburg, à ce moment-là, ça sera l'automne. Oui. Mais au niveau visible, mais ils verront quand même les mêmes constellations les uns et les autres. Nous allons prendre un exemple. Au printemps, attendez, parce que les signes, je ne les connais pas bien par cœur, les signes. Mais le signe du printemps, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. Oui. Voilà. Bélier, Taureau, Gémeaux. Voilà le Taureau, voilà les Gémeaux. Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon.
Alors, prenons que nous soyons donc dans le Soleil est dans le Taureau. Oui. D'accord. Par exemple, conjoint à Vénus. Un conjoint à Débarrant. Voilà, il est là, quelque part. Bon. Qu'est-ce qui arrive? C'est le matin. Le matin. Le soleil se lève. Oui. Voilà le Taureau qui arrive à l'horizon. Oui, c'est à l'ascendant. Là, c'est une autre histoire. Non, d'accord. Ne brûlons pas les choses. D'accord. Donc le soleil passe à l'horizon. Et vous allez pendant la moitié de la journée, toute cette partie-là, toute cette partie-là du zodiaque est visible. Oui. Et au fur et à mesure que la journée passe, ce qui est là disparaît en dessous de l'horizon, et ceci apparaît. Mais comme c'est en plein jour, puisque le soleil est là, vous ne voyez rien du tout, puisque vous êtes en plein soleil. Mais ça, c'est le cycle diurne. Diurne. Mais là, la question que s'était posée, c'était par rapport aux saisons. Ah, mais par rapport aux saisons, si vous prenez une autre saison, le soleil, un peu plus tard dans l'été, il sera là. Oui, mais quand on est dans l'hémisphère sud, qu'est-ce qu'on voit? Quand on est dans l'hémisphère sud, on voit quand même le soleil dans la même... On voit l'autre partie dans l'hémisphère sud. Oui, mais alors la cyclicité, tout à l'heure on parlait d'une cyclicité qui se situe... On disait qu'en 24 heures, on pouvait tout voir du zodiaque. Mais, au niveau saisonnier, il faut une année entière pour qu'on voit tout. Attention, parce que il y a une confusion dans le terme voir. Oui, bien sûr. Quand une étoile peut être en vue sans que vous la voyez, parce qu'on est en plein jour. Oui. Mais en fait, elles sont en vue, c'est-à-dire au-dessus de votre horizon rationnel, en fonction de votre latitude. Oui, oui. Mais au niveau de saison, si on prend on est plus haut. Ça, c'est vrai au niveau horaire, au niveau de la journée. Mais sur une période de plusieurs mois, le problème ne se pose pas, de toute façon. Bon, par exemple, quand le soleil est au printemps, quand on est au printemps dans l'hémisphère sud, ça va durer plusieurs mois. Bon, oui. Donc, le problème, pendant plusieurs mois, ils vont voir le soleil où? Est-ce que la saison a un rapport, une incidence avec le zodiaque? Non. Donc il n'y a aucun rapport entre le zodiaque et l'hémisphère sud. Il y a un rapport entre le zodiaque et les saisons, bien entendu, puisque la position de la Terre sur son orbite détermine les saisons. Donc oui. La position du... Mais je ne comprends pas bien. Un argument, c'est-à-dire que il y a deux. On va peut-être arriver à clarifier la question. Donc on est d'accord, on va récapituler la discussion que nous avons au niveau du mouvement diurne, au niveau du mouvement diurne, les planètes sont en vue, sur une période de 24 heures, on a toutes les planètes en vue. Et donc on a toutes les étoiles en vue en 24 heures. Oui. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi on peut avoir, excusez-moi, on peut parler de l'ascendant, c'est pour ça qu'on peut être né sous n'importe quel ascendant. On n'a pas toutes les étoiles en vue, parce que non. On peut naître en 24 heures sur les 12 ascendants. Donc il y a à l'horizon vont passer les 12. Si vous introduisez l'ascendant, attention, parce que l'ascendant c'est autre chose. L'ascendant n'a rien à voir avec ça. Oui, mais enfin malgré tout, on a. L'ascendant est une division qui n'est mauvaise, qui n'est ni spatiale ni temporelle. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'ascendant? C'est ça que je voulais vous montrer ici. Voilà. Eh bien, l'ascendant, c'est l'intersection. D'abord, avant de poser ça, avant de demander ce que c'est que l'ascendant, la question est que fait l'astrologue? Oui. L'astrologue dessine quelque chose à plat. Et c'est quelque chose à plat, c'est une projection de la sphère céleste géocentrique, locale, de la sphère locale, céleste, géocentrique. Une projection sur quel plan? Sur ce plan-là, sur le plan jaune, pas sur le rouge. C'est-à-dire sur le plan de l'écliptique. Alors, qu'est-ce que c'est que, à partir de là, qu'est-ce que c'est que d'abord le milieu du ciel? Eh bien, le milieu du ciel, c'est ça. C'est l'endroit où le méridien de l'observateur va couper ce plan de l'écliptique. Alors, je prends cette position-là. Vous voyez que
le méridien de l'observateur qui passe ici coupe le plan de l'écliptique là. Donc si je dessine l'horoscope, si vous voulez, ou la carte du ciel de l'astrologue pour cette latitude et pour ce moment-là, eh bien, on va avoir une projection de ce plan jaune, y compris la partie qui est en dessous ici. On va avoir cette projection-là. Le milieu du ciel va se trouver là, au milieu du taureau, ça. Oui. Et alors, l'ascendant. Eh bien, l'ascendant, c'est ça le problème, c'est l'intersection de l'écliptique avec l'horizon. Et ça n'a plus rien à voir. C'est ça le problème. Oui. Parce que si vous... Cette intersection, elle est dans le plan de l'écliptique. C'est une droite qui part de ce point-là, vous voyez où le jaune coupe le bleu, passe par le centre et rejoint l'autre point où le jaune coupe le bleu, ici de l'autre côté. Oui. Là, de l'autre côté. Donc, l'ascendant, le voilà. Alors, il est évident qu'au fil de la journée, vous voyez que cet ascendant, étant donné que la Terre, elle tourne dans le plan de l'équateur, et que l'écliptique est incliné à 23-27, ça veut dire que ce plan de l'écliptique, il a un mouvement d'oscillation permanent, et c'est précisément ça qui fait que l'ascendant se balade d'un côté à l'autre, oui, par rapport au milieu du ciel qui, lui, est fixe. C'est ça le fond de l'histoire. Et bien entendu, plus votre latitude est haute, nous allons nous mettre à la latitude du cercle polaire, un peu au nord de Stockholm, c'est-à-dire à 66,33. Alors, j'ai 60 degrés ici. Nous allons nous mettre, voilà, à 66 à peu près là. C'est pas gradué au millimètre près, au degré près. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'on arrive à des latitudes comme celle du cercle polaire? Regardez bien ce qui va se passer. Donc, ce plan de l'écliptique, voilà l'ascendant. Voilà le milieu du ciel, il est toujours là. Il ne bouge pas. Mais sur cette carte-là, l'ascendant, il va couper là. Regardez l'inclinaison qu'il y a déjà entre le milieu du ciel et la ligne de l'ascendant, au fur et à mesure que ça tourne. Et plus on avance, plus la journée passe, et plus cette inclinaison devient importante, jusqu'au moment où l'ascendant vient coïncider avec le milieu du ciel. Donc il n'y a plus d'ascendant, il est perdu à la latitude de 66,33. Pourquoi? Parce que c'est le complément de 23-27, bien entendu. Et ça se produit à quelle heure? Eh bien, vous voyez le chiffre qui est ici, je ne sais pas si la caméra le voit. 18 heures. 18 heures. Donc, à la latitude du cercle polaire nord, c'est-à-dire du cercle polaire boréal, vous avez à 18 heures du temps sidéral, l'ascendant, il n'existe plus. Oui. Et si vous continuez à aller plus vers le nord, vous allez au Cap Nord en Norvège, eh bien, à ce moment-là, l'ascendant s'inverse, il passe de l'autre côté. Oui. Donc, ça n'a aucun sens. Et c'est ça, tout ce que j'essaye d'expliquer dans ce texte, voilà, et c'est que j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois, c'est pour cette raison que j'estime que ce jeu de l'ascendant, qui consiste à, plutôt, on peut très bien accepter d'utiliser l'ascendant et de voir ce que ça signifie au point de vue astrologique, mais comme point de repère pour les maisons, c'est absolument invraisemblable, parce que ça condamne les maisons à disparaître complètement ou à ne plus avoir de sens. C'est pour ça que je dis, au lieu d'accrocher les maisons à cet ascendant, pendant le milieu du ciel, pas qui bouge tout le temps, accrochez-le au milieu du ciel. Celui-là, il ne bouge pas. Ah oui. Voilà une bonne idée. Et à partir de là, vous laissez flotter l'ascendant sur les maisons. On fait une interprétation pour les maisons, comme chacun a envie de le faire, à condition qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens rétrograde, puisque la Terre, elle, tourne dans le sens direct, et qu'il s'agit d'une rotation diurne. Et on fait une autre interprétation pour l'ascendant, et on ne s'occupe pas des maisons avec l'ascendant. Ça, c'est la proposition que je fais. Et là, on voit très bien pourquoi. Et vous voyez très bien ce qui arrive, je vous l'ai montré en mettant à la latitude. Je pense qu'on va vous entendre sur ce point. Alors, bien entendu, si l'observateur est à l'équateur, alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je pourrais aller plus loin parce que
il y a le